Docteur Ephraim Herrera, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin pour commenter cette actualité extrêmement brûlante, on peut dire même très violente, le long de la frontière israélienne avec la bande de Gaza, après ces événements d'hier, qui sont selon certains responsables de la sécurité, certains responsables de Tzahal, ne serait-ce qu'un prélude à ce qui risque de se passer aujourd'hui. Alors, tout d'abord, docteur Herrera, comment expliquer que finalement, il y ait toujours autant, on va dire, de mobilisation de la part de la population, même s'il n'y a pas des centaines de milliers de personnes, mais il y avait plus de 40 000 personnes, ou au moins autour de 40 000 personnes hier, le long de la frontière entre Israël et la bande de Gaza. Comment expliquer que le Hamas parvienne à mobiliser cette population et même à envoyer certains des civils palestiniens se faire tuer devant la frontière? Je crois que c'est l'inverse. Ils avaient prévu de faire venir 1 million de personnes. Sur le site du Hamas, le site d'information, ils parlaient de Millioniyat el-Aouda, c'est-à-dire qu'ils espéraient 1 million de personnes pour le retour sur les terres de 48. Sur le million, ils ont réussi à en faire venir 50 000. Je suis descendu dans le sud hier pour regarder comment ça se passait. Oui. Alors, il y avait quelques milliers de personnes qui étaient vraiment juste sur la frontière, et puis des gens qui étaient derrière qui n'ont pas bougé d'un millimètre pendant toute la journée. Donc, finalement, ce qu'on voit, c'est un échec du Hamas absolu hier, échec total. Ils n'ont pas réussi à faire venir 1 million de personnes. Les personnes qui ont été tuées sont principalement des terroristes du Hamas qui se sont approchés, qui ont essayé de faire exploser des explosifs sur la frontière pour nuire aux systèmes de sécurité qui sont posés là-bas. Donc, en fait, c'est un échec total. Ils pensaient donner une réponse, c'est ce qu'ils écrivaient, une réponse à l'offensive qu'a menée l'armée de l'air israélienne pour faire sauter le tunnel donc qui menaçait les postes frontières de la région de Gaza. Et finalement, ils n'ont pas pu le faire. Ils n'ont pas réussi. Ils pensaient... Il y avait dans les sites internet non officiels, ils parlaient d'un accord entre les différentes factions à Gaza pour ne rentrer qu'un demi-kilomètre à l'intérieur des terres d'Israël. Ils ne sont pas rentrés un demi-millimètre. C'est ça. Là, de ce point de vue, effectivement, ils ont totalement... tous les points de vue, c'est un échec. Maintenant, le fait qu'ils causent à leur population des centaines de personnes qui sont blessées, c'est quand on pousse les gens par derrière. Et c'est la peur de la population des menaces de ces dirigeants terroristes qui fait que, bon gré mal gré, ils s'approchent. Aujourd'hui, ça risque d'être pire, parce qu'aujourd'hui, c'est le jour de la Nakba, c'est le premier jour du Ramadan. Donc, je pense que ça peut être pire, mais l'armée d'Israël est fin prête. Alors justement, vous étiez hier sur le terrain. La question que l'on peut se poser, surtout quand on est de l'extérieur et que l'on ne comprend pas obligatoirement bien les choses, c'est finalement pourquoi, c'est-à-dire il y a un nombre important de tués du côté palestinien. On a parlé donc hier plus de 55 Palestiniens tués. Est-ce que l'armée israélienne a d'autres moyens de contenir, on va dire, ces provocateurs, ceux qui tentent de déposer le long de la barrière de sécurité des engins explosifs pour essayer de forcer cette barrière? Est-ce que vous avez eu le sentiment qu'on faisait bien attention à cibler en fait les véritables agitateurs? Je pense, j'en suis certain. Les efforts faits par l'armée d'Israël pour causer un minimum de victimes sont plus qu'évidents. Imaginez, ils sont à 200 mètres des forces israéliennes. N'importe quel tireur qui a fini ses classes peut tuer en 10 secondes plus de 50 personnes. Donc c'est certain que l'armée d'Israël fait tous les efforts pour éviter qu'il y ait des morts. Mais en fait, la plupart, à mon avis, sont des gens qui ont essayé de franchir une frontière. Quand on essaie de franchir une frontière et qu'on est des ennemis et qu'on le déclare, sur leur cerf-volant, j'en ai vu un sur lequel il y a écrit « Nochar Filatine », on va libérer la Palestine. C'est ça qu'ils disent. Oui. D'accord, ils envoient des messages en nous traitant de descendants de singes et de cochons. Ils sont encore dans leur thème classique de l'islam, selon lesquels les juifs sont des descendants de singes et de cochons qu'Allah a maudit et qu'il faut détruire. Alors quand on arrive à faire que uniquement 50 morts ou 55 morts, alors qu'il y a des tentatives répétées à 10 endroits différents sur le long de la frontière
pour essayer de faire sauter cette frontière et faire rentrer des masses. Une fois que vous avez 100 000 personnes à l'intérieur d'Israël, qu'est-ce qui se passe? Vous croyez qu'ils vont s'arrêter au bout de 500 mètres? Oui. Ils vont arriver sur Mefalsim, ils vont arriver sur Reim, ils vont arriver sur tous les villages qui sont sur la frontière, et ils vont faire un massacre, ils vont faire des pogroms. C'est ça qui risque de se passer. Alors, donc, quand on arrive avec uniquement 55 morts, je dis bien uniquement 55 morts, et la plupart étant des terroristes directs du Hamas, je pense qu'on peut féliciter l'armée d'Israël, et j'espère qu'aujourd'hui, on arrivera aussi à les contenir, et que la politique d'Israël, qui est une politique ferme, qui a été prise depuis déjà quelques mois, et qui donne ses fruits de manière évidente, va être poursuivie. Alors, on se demande vraiment ce qui se passe dans la bande de Gaza, et on a eu le sentiment au cours des derniers jours, peut-être même des dernières semaines, que l'Égypte tentait une sorte de médiation pour calmer les esprits, et finalement on voit que cela n'a pas abouti. Est-ce qu'il y aurait des divergences de vues au sein même du mouvement, du Hamas, entre, on va dire, et c'est une information qui a été publiée, entre Ismaël Haniyeh, le chef de la branche politique du mouvement, terroriste, qui serait plus proche de l'Iran, et Sinwar qui est le responsable de dans la bande de Gaza, qui serait plus proche de l'Égypte. Il y a des tensions qui favorisent ce genre de manifestations violentes? Il y a des tensions, mais Sinwar a déclaré clairement qu'il ne voudrait pas mourir dans son lit et qu'il préférera mourir shahid, et qu'il le souhaite de tout son cœur. En attendant, et on ne l'a pas vu à la frontière, hein. Oui. C'est ça, il faut expliquer, parce que il faut effectivement expliquer que les responsables du Hamas, on ne les voit pas devant, hein. C'est-à-dire, c'est pas eux qui mènent la manifestation, mais ils sont derrière, bien au chaud, quoi, on va dire. Et ça l'a menacé directement, on l'a vu dans les journaux, hein, clairement, que s'ils poussent trop loin la tentative de passer la frontière en masse, ils vont payer de leur vie. À ce moment-là, leurs rêves seront réalisés. Ils auront rencontré leur vierge là-haut. On va les aider à le faire. Alors, et comment vous expliquez en fait cette réaction presque instinctive de la part de la communauté internationale, de la part des médias en particulier en Europe? On a vu, je citais tout à l'heure la réaction d'Emmanuel Macron, qui s'est empressé de condamner les violences israéliennes. Comment vous expliquez ces réactions? C'est la tendance du Quai d'Orsay depuis 67, depuis le changement de politique de Gaulle, qui a déclaré clairement qu'il se mettait du côté des Arabes. Dans ce même discours, il ne nous a pas uniquement traité de peuple sur de lui et dominateur. Oui, il changeait de camp. Oui, mais depuis, on peut dire qu'il y a beaucoup de choses qui se sont produites, et on a l'impression que finalement les Européens ont du mal à voir les choses autrement qu'à travers, on va dire, le prisme de ce qu'ils voient sur leurs écrans, et sans essayer de comprendre la réalité, sans essayer c'est-à-dire comment on explique qu'ils n'arrivent pas à comprendre que ces Palestiniens sont actionnés par un mouvement terroriste qui est considéré comme terroriste par l'Union européenne elle-même. Je pense que la politique de la France, en tout cas, est claire. Il regarde tout par le prisme des euros. Et d'ailleurs, Macron a accusé Trump en lui disant qu'il ne serait pas le policier de l'économie mondiale. Ce qui les gêne, c'est ça. Hein, il y a le monde arabe est riche en pétrole, riche en gaz. Même si aujourd'hui, Ephraim Herrera, on ne peut pas dire que le monde arabe est uniforme aujourd'hui. On voit pas plus tard qu'hier, ou il y a quelques jours, Mohammed ibn Salman, le prince héritier saoudien, qui critique les Palestiniens, qui leur dit arrêtez de pleurnicher, cessez de pleurnicher, commencez à faire quelque chose de votre vie. C'est dire, aujourd'hui, on a vu le Bahreïn applaudir la réaction israélienne à ce qui s'est passé dans le nord du pays, avec l'attaque israélienne la riposte israélienne contre les attaques iraniennes. Le monde arabe, on ne peut plus parler de véritable monde arabe aujourd'hui. Aujourd'hui, les alliances sont totalement différentes, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de vrai dans ce que vous dites, parce que par exemple, si on prend les médias palestiniens, ils parlent toujours de Koweït et l'Irtilal, ce sont les forces de l'occupation. Oui. Si on prend Achar al-Assad, qui est relié aux Saoudiens, ils ont juste dit les forces israéliennes. D'accord. Donc oui. C'est clair qu'il y a des nuances qui sont là. Elles existent. Mais n'oubliez pas qu'Emmanuel Macron a laissé la France voter
pour reconnaître l'esplanade des mosquées comme étant un site palestinien. Esplanade des mosquées, site palestinien, c'est plus le mont du Temple. Ils sont prêts à renier Jésus même pour leurs intérêts. Moi, je ne fais que lire ce que dit et écrit le président français. Donc, on a ici une politique clairement, à la limite, anti-israélienne et qui ne veut pas reconnaître les faits. Clairement, on a la chance aujourd'hui d'avoir le président des États-Unis qui, lui, a condamné de manière claire et précise le Hamas en disant qu'il était le responsable de ce qui se passe. Il est bien évident que si le Hamas n'essayait pas de faire venir les populations pour transgresser le droit international et passer la frontière et rentrer faire des dégâts en Israël, il n'y aurait pas eu un seul mort du côté palestinien. On est bien clair. Et l'armée israélienne, imaginez avec un tir d'un tank, vous avez plus de 50 morts. Une bombe de l'aviation et vous avez plus de 50 morts. Donc ça prouve que si pendant toute la journée, avec toutes ces tentatives sur 10 endroits, vous avez une moyenne de 5 morts par tentative de pénétration. Voilà. C'est ça qu'on a réussi à faire. Ça tient du miracle et d'une force incroyable de l'armée d'Israël. Et l'Europe continue dans son double jeu et dans son hypocrisie, comme d'habitude. On continue à travailler. Je pense que la politique israélienne paye. On voit bien d'ailleurs que des ambassadeurs de différents pays sont venus pour l'inauguration de l'ambassade des États-Unis. Donc finalement, la position ferme, le retour à la politique de Ben-Gurion paye. Oui, effectivement, on a parlé ces dernières semaines, on a eu le sentiment effectivement que, on va dire que la cause palestinienne, ou c'est même ces derniers mois, que la cause palestinienne n'était plus véritablement populaire dans les chancelleries internationales, mais malgré tout, on voit que l'Europe continue à agir comme si on était dans le narratif d'il y a 50 ans, sans même changer, alors que d'autres pays, c'est-à-dire y compris même certains pays d'Europe centrale, il faut le dire, comme la Hongrie ou d'autres pays comme la République de Tchéquie, réagissent autrement. Pourquoi l'Europe reste coincée dans l'ancien narratif dans le conflit israélo-palestinien ? J'ai donné une raison, je vais en rajouter une deuxième. La deuxième, c'est les populations d'origine musulmane importantes à l'intérieur de ces pays et qui représentent un potentiel de vote important et qui, de manière traditionnelle, et certaines sont pro-palestiniennes inconditionnellement et souhaitent la destruction et la suppression de l'État d'Israël. Et on a des sondages qui montrent que la population musulmane en France est clairement antisémite majoritairement. Donc, ces populations, on ne veut pas les énerver. Et on va avec. On en a même peur. Vous avez 1000 zones de non-droit en France. Tous les polices ne rentrent pas et les médecins ne viennent pas le soir. Donc, on a aussi ce problème-là qui est là et important. Et ce phénomène n'existe pas en Europe de l'Est, puisque la Hongrie, la Tchéquie, etc. ont refusé de recevoir des migrants des pays musulmans. C'est pas étonnant quand on connaît l'histoire de l'Europe et que les Ottomans sont arrivés jusqu'aux portes de Vienne en 1783. Eux, ils s'en rappellent, où on prenait leurs enfants tous les ans, on prenait des quotas d'enfants qu'on transformait en janissaires qui allaient combattre à la tête de l'islam converti de force à leur naissance. Eux, ils s'en rappellent en Europe de l'Est. L'Europe de l'Ouest, l'ayant peu connue, a tendance à oublier les risques énormes qui se présentent avec cette émigration ou immigration importante. Eh bien, docteur Ephraim Herrera, merci de nous avoir apporté vos éclaircissements et même de nous avoir fourni donc ce témoignage visuel, puisque vous étiez hier matin devant la bande de Gaza pour assister à ces émeutes, en tout cas au moins à ces tentatives de l'armée israélienne de contenir donc les violences palestiniennes. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin et bonne journée. Chodesh Tov aussi. Au revoir, Chodesh Tov. Shalom, shalom. Voilà.